Voilà, donc bonjour à tous. On a donc le plaisir ce matin d'avoir Amaury Lambert du laboratoire LPSM de Sorbonne Université et de Du CIRB. CIRB du Collège de France avec le projet SMILE. Et donc, Amaury va nous parler ce matin de contact tracing avec un titre, A Toy Model to Predict the Effect of Contact Tracing. Vas-y, Amaury. Merci beaucoup, Yvon. Donc en fait, la question que nous allons poser aujourd'hui, c'est celle, donc, dans le cadre d'une épidémie comme celle de Covid-19, qui nécessite de tracer les contacts, notamment éventuellement par une application. Donc, de combien on a besoin d'utilisateurs de cette application pour arriver à bout de l'épidémie. D'accord ? Donc, pourquoi est-ce qu'on a besoin de traçage de contacts ? C'est parce que SARS-CoV-2, en fait, c'est un virus qui est connu pour avoir cette particularité, qui a une longue période d'infectiosité sans symptômes, ce qui n'était pas le cas pour SARS-CoV-1, ce qui fait qu'elle a été mise sous contrôle beaucoup plus rapidement. Ici, donc, on a de nombreux asymptomatiques et de nombreux présymptomatiques, donc une période de quelques jours où on ne sait pas qu'on est malade et pendant ce temps-là, on est en train de transmettre la maladie. Donc l'idée en fait de traçage de contact par une application mobile, c'est d'améliorer l'isolement des présymptomatiques, des asymptomatiques, ce qu'on appelle la quarantaine. D'accord ? Donc il y a une différence entre l'isolement des symptomatiques et la quarantaine. La quarantaine, c'est une mesure préventive, une mesure de précaution sur des personnes dont on peut supposer qu'elles sont infectieuses, mais qui ne présentent pas forcément de symptômes. Donc la question, donc je la répète, plus particulièrement en fait du point de vue maths, c'est de trouver, de mettre en évidence le critère le plus simple et le plus explicite sur la proportion d'utilisateurs de cette application nécessaire pour venir à bout de l'épidémie. D'accord ? Donc je vais noter, rappelez-vous, donc petit y, la fraction d'utilisateurs de l'application dans la population. Alors, les deux hypothèses importantes que je vais faire au cours de cet exposé, la première, donc, qui concerne l'application, la première, donc, c'est une hypothèse d'indépendance. C'est que, si vous voulez, le principe est simple. Lorsque vous êtes porteur de l'application, si vous avez été en contact avec quelqu'un qui est symptomatique, l'application se charge de vous le signaler. D'accord ? Donc, à chaque fois que vous allez recevoir une alerte, vous pouvez recevoir plusieurs alertes, simplement parce que vous êtes en contact plusieurs fois avec cette même personne, ou vous avez été en contact avec plusieurs personnes qui sont symptomatiques. Et donc, la question, c'est de savoir qu'est-ce que vous faites lorsque vous recevez une alerte, quand vous en recevez plusieurs. Et l'hypothèse que je vais faire, c'est que à chaque fois qu'on reçoit une alerte, on va se mettre à l'isolement, se mettre en quarantaine de l'épidémie avec une certaine probabilité qui est donnée, que je vais appeler la probabilité de coopération. D'accord ? Donc, pour rester dans l'épidémie, il faut faire défaut à l'alerte à chaque fois indépendamment. Okay ? Et alors, la deuxième hypothèse que je vais faire, c'est qu'à chaque fois que je me mets en retrait, donc removal, à chaque fois que je me mets en retrait de l'épidémie, je vais supposer que ça va retirer de l'épidémie toute ma descendance potentielle, descendance au sens de la transmission, de l'arbre de transmission de la maladie, donc ce qu'on appelle en anglais subtree pruning, l'élagage de tout l'arbre qui descend d'un individu qui s'est mis en quarantaine. D'accord ? Alors, le modèle est très simple, c'est un modèle de Galton-Watson, multitype. Ici, dans un premier temps, je vais avoir uniquement deux types, les asymptomatiques et les symptomatiques. Pourquoi c'est important de faire cette distinction ? Évidemment, parce que les asymptomatiques ne peuvent pas informer l'application qu'ils sont malades. Donc, les sources d'alerte ne viennent que des symptomatiques. Alors là, quand on dit Galton-Watson, en fait, ce qu'on veut dire, c'est que on suppose en fait que les susceptibles sont tout le temps en excès. On appelle ça l'hypothèse de branchement, qui est que le nombre de personnes que vous allez infecter en fait ne dépend pas de votre passé, ne dépend pas de vos voisins, et se fait à chaque fois de manière indépendante avec la même loi. Donc il y a deux types, comme je le disais, asymptomatique et symptomatique. Je vais noter A pour asymptomatique et I pour symptomatique. D'accord ? Et sur le petit cartoon que vous voyez à droite, vous voyez qu'il y a une distinction entre
les cercles disques noirs qui sont symptomatiques et disques blancs qui sont asymptomatiques. Je vais me donner un paramètre qui est la fréquence des asymptomatiques dans la population. Un autre paramètre qui est le nombre d'infections secondaires venant d'un A et le nombre d'infections secondaires venant d'un I. RA et RI qui peuvent éventuellement être différents. Et ici, donc, le R0 classique que vous connaissez bien en tant qu'auditeur de ce séminaire, c'est donc la moyenne entre les deux, et donc c'est FRA plus 1 moins FRI, le nombre moyen d'infections secondaires qu'un individu pris au hasard dans la population, s'il est infecté, va causer. Alors juste, je parle un petit peu brièvement quand même des valeurs par défaut que je vais prendre pour ces paramètres qui vont me permettre de faire des applications numériques. Alors je vais prendre pour F, donc la fraction de l'asymptomatique, 1 tiers. Je me base pour ce faire sur 4 articles. Donc des articles qui estiment plutôt F à 20%, qui sont des estimations dans la province de Guangzhou, c'est Antoine qui me dira, ça commence par Guang, je ne sais plus, bon, enfin bon, des estimations qui ont été faites par traçage de contact à l'intérieur, enfin par test, pardon, à l'intérieur d'une province chinoise, et puis aussi les données sur les vols de rapatriement japonais, où on a testé tout le vol. Et puis une deuxième série d'estimations qui sont plutôt de l'ordre de 40%, donc on est entre 20 et 40, j'ai pris un tiers, qui sont donc les tests qui ont été faits sur les milliers d'habitants de la municipalité de Vaud. Et puis l'autre référence, c'est le Diamond Princess, hein, le fameux bateau de croisière qui contenait, enfin qui était l'hôte d'un cluster. Et donc je vais prendre RA égale 2, RI égale 4, et ça me fait une moyenne de R0 égale 3,33. Ça tombe bien, c'est exactement l'estimé qui est donné pour l'épidémie en France pré-confinement. Donc juste une petite remarque, hein, c'est toute bête, hein, mais il faut remarquer quand même que si F fois RA est plus grand que 1, l'épidémie se développerait sans contrôle, sans l'existence de tests. Pourquoi ? Parce que FRA, c'est le nombre moyen de transmissions secondaires que vous allez faire et qui seront asymptomatiques lorsque vous-même vous êtes asymptomatique. Et donc ça veut dire que l'épidémie restreinte aux transmissions A vers A elle-même est déjà surcritique. D'accord ? Donc vous allez forcément avoir invasion de l'épidémie dans la population via uniquement les asymptomatiques. Ce n'est pas forcément une mauvaise nouvelle hein, si RI est petit, mais si RI est grand, ça veut dire que vous allez aussi provoquer beaucoup d'infectieux symptomatiques et possiblement beaucoup de décès. Alors ici, donc, dans un premier temps, je vais quand même m'intéresser aux interventions qui sont non digitales, c'est-à-dire où il n'y a pas de traçage de contact. D'accord ? Et ce qui va m'intéresser, c'est de mesurer l'effet net du traçage de contact, ça veut dire non pas comparer au R0 naturel dans la population, mais comparer au R0 qu'on obtient grâce aux interventions non digitales, qui sont l'isolement et la quarantaine faites en l'absence de traçage de contact digital. Pourquoi ? Parce que le traçage de contact digital lui-même repose sur l'hypothèse que les personnes qui sont alertées vont effectivement se mettre en quarantaine, si elles reçoivent une alerte. D'accord ? Donc il y a dans la population, hein, on suppose que les gens vont se mettre en quarantaine s'ils sont alertés, et donc si c'est le cas, il y a forcément un effet de la quarantaine volontaire en dehors du traçage de contact que je vais considérer dans un premier temps. La première, c'est l'idée que les symptomatiques peuvent eux-mêmes décider de s'isoler dès qu'ils ont des symptômes, hein, comme d'ailleurs les gouvernements les engagent. Et donc ça va, ce qu'on appelle en probabilité, amincir les transmissions depuis un I par un facteur B, où B, c'est la fraction des transmissions qui sont faites avant les symptômes. D'accord ? Donc ça veut dire toutes les transmissions que vous faites en étant infectieux, avant même de savoir que vous êtes symptomatique. D'accord ? Alors ça, donc il y a un certain nombre de papiers qui mesurent ça. Donc là, j'ai mis un exemple, Ma et al., qui vous donne, vous voyez, un histogramme des transmissions faites en fonction du temps, où le temps 0, c'est l'apparition des symptômes. D'accord ? Donc vous voyez sur la droite que vous avez une sorte
de distribution bimodale, et que grosso modo, vous avez à peu près 40% des transmissions qui sont faites avant l'apparition des symptômes. Donc B, c'est forcément plus grand que 40%. Puis comme il y a un petit temps de retard, en fait, ça va être même plutôt de l'ordre de 50% ou de 60%. La deuxième chose qui peut se faire en l'absence de traçage de contact, c'est le fait que les symptomatiques, simplement, ils alertent leur contact privé. Donc évidemment pas ceux qui sont affectés dans le métro, dans les transports en commun ou au concert, mais ceux qui connaissent, les gens qui voient tous les jours, leur famille, leurs collaborateurs de travail. Donc ça, on peut supposer que ça existe, même en l'absence de traçage de contact digital. Alors ça va retirer une fraction KR des transmissions, où KR, c'est la fraction des contacts privés dans les transmissions. Et ça, donc il y a plusieurs papiers qui ont étudié ça. Et ça, on estime que c'est plus petit que 15%, du moins en l'absence de confinement. Alors, vous voyez ici, j'ai fait un petit dessin qui vous dit, vous partez d'un disque noir qui est une personne infectieuse, symptomatique. Elle va transmettre à 3 individus, mais en fait, avec une probabilité KR, en fait, chacun de ces individus va être retiré de l'épidémie, et puis chacune des transmissions elles-mêmes, avec probabilité 1-B, va être retirée parce que simplement, cette personne s'est retirée de l'épidémie, s'est mise en quarantaine à partir du moment où elle a eu des symptômes. Donc ça, en fait, ça va transformer le RI en un nouveau RI qui est B fois 1-K fois l'ancien RI. Et donc, si vous prenez B égale 0,6, ça vous donne, et puis K égale 15%, ça vous donne un RI qui est égal à 2, donc égal à RA, donc ça vous fait un R0 qui est égal à 2. Puis maintenant, ce qu'on va supposer, c'est que par-dessus, ou disons simultanément, vous avez aussi l'effet de la distanciation sociale, le port de masque, les gestes barrières, qui vont simultanément multiplier RA et RI par un facteur C, qui C est inconnu, donc il y a plein de gens qui s'amusent à le calculer à l'aide de données épidémiologiques. Ici, on va supposer que C est variable, et ça va nous donner, en faisant varier C, ça va nous donner divers scénarios d'un R0 non pas naturel, qui était 33 tout à l'heure, pour les valeurs numériques par défaut, mais qui va être un R0 effectif, RF dans la littérature épidémiologique. Et puis maintenant, donc, je vais introduire le traçage de contact. Donc ça va ajouter 2 types qui vont être distingués sur les graphiques, sur les figures, entre les carrés et les ronds. D'accord ? Donc les carrés, c'est des Y. Ils disent oui à l'application, donc c'est des yes to the app, donc c'est Y. Et N, non, ils ne portent pas l'application, ils s'y refusent, ou alors ils n'ont pas de mobile, ou alors ils ne sont juste pas au courant. Et donc j'ai une certaine fraction de la population qui porte l'application, qui est utilisateur de l'application, qui est noté petit y. D'accord ? Alors, je vais faire à nouveau une petite remarque, c'est que 1-y fois R0, c'est le taux de croissance de l'épidémie restreint aux non-utilisateurs de l'application. Donc si ce 1-y fois R0 est plus grand que 1, vous voyez que vous êtes sûr que les porteurs de l'application, que l'application ne suffira pas. Alors le R0, c'est le R0 effectif. Maintenant, à chaque fois que je vais utiliser la notation R0, RI ou RA, ça sera les nouvelles valeurs obtenues suite à distanciation sociale, etc. Donc si 1-y R0 est plus grand que 1, l'épidémie, simplement restreinte aux transmissions d'un non-porteur vers un non-porteur, d'un N vers un N, sera surcritique. Et donc, évidemment, l'existence de cette application ne suffira pas à venir à bout de l'épidémie. Donc, forcément, vous avez besoin que Y soit plus grand que 1-1 sur R0. D'accord ? Donc, ça vous rappelle sûrement ce que vous avez pu voir sur la fraction, l'immunité de groupe. Alors, maintenant, je vais supposer, donc, ce que je vous avais dit, à chaque fois que vous recevez une alerte, où vous êtes symptomatique, vous coopérez avec l'application avec une certaine probabilité. Donc, je vais introduire des paramètres Q0 et Q1. Qu'est-ce que c'est que Q0 ? Q0, c'est la probabilité, si vous êtes porteur de l'application et infectieux, et symptomatique, c'est la probabilité de bien rentrer l'information dans l'application. D'accord ? On peut imaginer qu'il y a des gens qui vont être porteurs de l'application, mais qui vont l'utiliser uniquement pour savoir s'ils ont été en contact
avec des personnes malades et non pas pour servir le bien commun, c'est-à-dire éventuellement retirer de l'épidémie des gens avec qui eux-mêmes ont été en contact. Donc il y a une certaine probabilité Q0 de coopération qui est d'informer l'application si vous ressentez des symptômes. Alors à ce moment-là, si c'est le cas, dès que l'alerte est donnée, dès que l'information est donnée à l'application, alors l'application alerte directement tous les contacts physiques de ce YI. Donc YI, il est représenté au milieu du cartoon sur la droite, c'est le carré noir. Le carré noir, donc c'est une personne qui est symptomatique et qui est porteuse de l'application. Avec probabilité Q0, elle informe l'application de ses symptômes, et à ce moment-là, l'application se charge d'informer automatiquement tous ses contacts donc de degré 1, c'est-à-dire uniquement les personnes qui ont été en contact direct avec elle, et à ce moment-là, donc, la personne qui est alertée par l'application se met en quarantaine avec une probabilité Q1, qui est une nouvelle probabilité de coopération. Cette fois, c'est pour les personnes qui reçoivent l'alerte. Est-ce qu'elles se quarantainent ou pas? D'accord. Alors, ce que j'ai représenté sur la droite, c'est un sous-arbre de transmission. D'accord. Donc, vous voyez qu'il y a ce carré noir qui est la personne qui est symptomatique. Elle elle-même a été infectée par une personne qui est éventuellement un carré blanc. Ça pourrait être autre chose. Là, j'ai représenté un carré blanc, puis elle-même, elle va infecter après donc, un certain nombre d'individus. Évidemment, en fait, tous ces individus sont des contacts de degré 1. C'est ses filles dans l'arbre de transmission, mais aussi sa mère. D'accord. Pourquoi? Parce que le graphe de transmission, c'est un sous-graphe du réseau des contacts physiques. D'accord. Alors, maintenant, ce qui se passe, c'est qu'il y a deux possibilités, il y a deux cas quand même à distinguer. C'est le cas où la mère est prévenue, elle est alertée, et les filles sont alertées. Alors, ce qu'il faut prendre en compte ici, qu'on ne voit pas vraiment là, sur le graphe, c'est que la mère, elle a été infectée il y a longtemps, elle. D'accord. Donc, elle, au moment où elle est alertée, elle a pu déjà en fait infecter un certain nombre de personnes, et même si elle est alertée, on peut imaginer que c'est un peu trop tard. Alors, je vais carrément faire l'hypothèse que c'est totalement trop tard, hein, si je peux m'exprimer ainsi. C'est-à-dire que si vous êtes une fille de YI, alors, et qu'avec probabilité Q1 vous quarantainez, alors vous êtes retiré de l'épidémie avec toute votre descendance potentielle, donc subtree pruning, élagage de l'arbre qui descend de cette personne parce qu'elle se quarantaine à temps, elle a encore, comme si elle n'avait encore infecté personne. En revanche, pour la mère d'YI, on suppose que c'est trop tard, même si elle est alertée, elle a déjà infecté toutes les personnes qu'elle devait infecter, et donc il n'y a aucun élagage de sous-arbre. D'accord. Donc, vous voyez la croix rouge là sur le carré blanc en haut à droite signifie que non seulement cette personne disparaît de l'épidémie, mais en fait toute sa descendance disparaît de l'épidémie. Hein, d'accord. Alors maintenant, c'est très simple. Ce qui se passe, c'est que vous avez un processus de branchement à deux types, Y et N. Et vous pouvez vous intéresser au nombre moyen de descendants directs de chacun de ces individus de type Y ou N, qui sont de type eux-mêmes Y ou N. Donc ça vous donne une matrice, offspring matrix, dont la moyenne est donnée ici. Et en fait, la théorie des processus de branchement vous dit tout simplement que en fait, l'épidémie s'éteint d'elle-même si et seulement si la valeur propre dominante de Perron-Frobenius de cette matrice est plus petite que 1. Et ça, en fait, comme on s'intéresse uniquement à ce critère d'extinction de l'épidémie avec probabilité 1, ça se fait si cette valeur propre est plus petite que 1, et ça, c'est équivalent au fait que le polynôme caractéristique de M, quand on prend sa valeur en 1, il est positif. On a des valeurs positives en 1. Amaury, je crois que Louis avait une question à poser éventuellement. Ouais, vas-y, Louis. Louis. J'avais pensé que j'aurais posé à la fin, c'était que je comprends que c'est trop tard pour la mère, mais c'est peut-être pas trop tard pour les autres filles de cette même mère, et que du coup, ça serait quand même une information intéressante. Alors ça, c'est ce que je vais considérer juste après. Ah, ok, merci. D'accord. C'est-à-dire que, si tu veux, les filles, il faut qu'elles soient alertées pour se retirer de l'épidémie. D'accord. Donc les filles de cette mère, effectivement, donc les sœurs, les sœurs de la personne qui informe l'application, ces sœurs,
peuvent éventuellement être retirées de l'épidémie. Mais pour que ces sœurs soient retirées de l'épidémie, il faut qu'elles soient alertées. Alors pour l'instant, j'ai supposé qu'il y avait uniquement des contacts de degré 1 qui étaient alertés. Les contacts physiques directs. OK. D'accord? Alors, ici, évidemment, les sœurs peuvent être éventuellement des contacts physiques directs, donc ça, je ne l'ai pas considéré comme possibilité, mais en revanche, dans un deuxième temps, je vais considérer que les contacts de degré 2, c'est-à-dire les contacts de mes contacts, peuvent éventuellement être alertés. OK, merci. D'accord? Alors, merci beaucoup pour cette question, ça me permet de faire une transition. Donc, juste, je termine avec ça. Donc ça vous donne un critère très simple. C'est ce que je recherchais. Je voulais avoir un critère simple et explicite en fonction de Y pour que l'épidémie s'éteigne d'elle-même avec probabilité 1. Donc évidemment, donc là, ça vous donne une inéquation de degré 2. Alors on n'est pas étonné qu'elle soit de degré 2 parce que si vous voulez, pour que une alerte entre deux individus de l'arbre de l'épidémie soit efficace, il faut que les deux soient porteurs, et comme ça se fait indépendamment, il y a un Y carré qui va intervenir. Donc ça vous donne une formule explicite pour la fraction minimale de porteurs de l'application nécessaire pour venir à bout de l'épidémie. Si vous tracez ça en fonction du R0 effectif, voilà ce que vous obtenez. Dans le cas le plus optimiste, le best case scénario, le meilleur cas, où Q0 vaut Q1 vaut 1, c'est-à-dire les individus qui sont porteurs de l'application, les personnes qui sont porteuses de l'application, coopèrent avec probabilité 1, c'est-à-dire se mettent en quarantaine dès qu'elles sont alertées, dès qu'elles ressentent des symptômes. Alors vous voyez que cette courbe augmente très rapidement dès que R0 dépasse 1. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si le R0 effectif est de l'ordre soit déjà de l'ordre de 60%, 70%, pour que, à elle seule, cette application soit en mesure de venir à bout de l'épidémie. D'accord? Donc je ne dis pas qu'effectivement cette application ne permet pas de réduire le R0, elle permet de réduire le R0, mais il faudrait, pour que des taux modérés d'adoption tels qu'on les voit aujourd'hui dans les démocraties occidentales, pour que ces taux modérés soient suffisants pour venir à bout de l'épidémie, il faudrait que le R0 effectif soit déjà très proche de 1, de l'ordre de 0, de l'ordre de 1,2, 1,1. Ce qui est d'ailleurs en fait visiblement le cas aujourd'hui. Alors donc maintenant je reviens à ce que disait. Alors disons, si vous voulez, quand j'ai vu ça, donc c'était en plein milieu du confinement. Bon, moi j'étais un petit peu paniqué par un certain nombre d'informations qui nous arrivaient de par le monde, à savoir le fait que le virus mutait et augmentait sa transmission, le fait qu'on observait de plus en plus de réinfections, donc ce qui a été remis en question depuis, mais de réinfections de personnes qui avaient déjà été infectées et qui retombaient malades. Et donc là, je me suis dit, mais il n'y a qu'un seul moyen que ça marche, c'est cette application de traçage de contact. D'ailleurs, j'ai voulu demander à des étudiants en thèse de l'équipe d'étudier cette question. Ils n'ont pas voulu parce qu'ils étaient contre pour des questions, disons, de privauté, quoi. Donc, ils étaient contre l'utilisation, le déploiement d'une telle application. Donc, c'est pour ça que j'ai fait le truc moi-même. Et en fait, quand j'ai vu ça, j'étais encore plus paniqué parce que je voyais qu'en fait, ça n'avait pas marché. Et donc, c'est là que je me suis intéressé à ce que disait Louis, c'est-à-dire ce qu'on appelle le traçage récursif, c'est-à-dire que maintenant, on suppose que l'application, au lieu d'alerter simplement les contacts physiques directs, elle va alerter les contacts physiques de degré 2. Donc là, j'ai représenté un petit cartoon à nouveau, où vous avez au centre un carré noir qui est donc un symptomatique porteur de l'application. D'accord? Donc carré, c'est porteur de l'application, noir, c'est symptomatique, qui va prévenir, donc ça c'est les flèches rouges, ces contacts de degré 1, et les contacts de degré 1 eux-mêmes contactent automatiquement leurs contacts de degré 1, ce sont les flèches oranges. Donc il va falloir aussi faire un certain nombre d'hypothèses sur la quarantaine de ces personnes alertées au bout de deux contacts. D'accord? Donc, ce que je suppose d'abord, c'est que quand vous êtes contact de degré 2, vous vous quarantainez avec une probabilité Q2, qui est a priori différente de Q1. Maintenant, si vous êtes une petite fille
du cas index, bah, évidemment, vous êtes retiré de l'épidémie, hein, puisque a priori, ça que les filles elles-mêmes. Si vous êtes une sœur, d'accord, parce que les sœurs sont les contacts de degré 2 hein, via la mère. Si vous êtes une sœur, bah, si vous voulez, vous pouvez imaginer que vous avez été infecté à peu près au même moment, possiblement un petit peu avant, possiblement un petit peu après. Mais a priori, c'est échangeable, sans information supplémentaire. Et donc, je vais supposer qu'on est retiré de l'épidémie avec probabilité 1,5. En revanche, la mère, hein, toujours pareil, elle n'est toujours pas retirée de la... Et évidemment, la grand-mère non plus, je ne l'ai pas mise. La grand-mère n'est pas retirée de l'épidémie. Alors maintenant, vous avez 6 états. Donc vous avez YI, YA, NI, NA, mais vous avez aussi maintenant l'état étoile, qui est le cas où vous êtes alerté, c'est-à-dire votre application porte un message pour tous vos... Vous avez été vous-même alerté par le carré noir, le carré index qui est symptomatique porteur de l'application, et puis votre application, elle convoie l'alerte de ce contact mère vers tous vos autres contacts, les contacts de degré 2 du carré index. Alors là, donc là, si vous voulez, bon, moi ce que je voulais, c'était éviter de vouloir calculer une valeur propre de Perron-Frobenius de façon numérique, et ce que je voulais, c'est obtenir le critère le plus simple possible et le plus explicite possible. Et pour ça, donc, j'ai considéré donc, ce qu'on appelle une ligne d'arrêt. Alors, je vais expliquer brièvement ce que c'est une ligne d'arrêt. Après, il nous restera juste deux slides de discussion, enfin de conclusion. Enfin, d'abord les résultats issus de cette méthode, et ensuite la conclusion. Alors, sur ce schéma, ce que j'ai représenté, c'est l'arbre, disons, c'est un sous-arbre de l'arbre obtenu après l'élagage dû aux alertes, d'accord? Mais dans ce sous-arbre, donc vous voyez qu'il y a toujours deux couleurs, noir et blanc selon que vous êtes symptomatique ou asymptomatique. Et en fait, j'ai mis en gris les personnes qui ne sont pas porteuses d'une alerte due à leur ancêtre, à leur mère ou à leur sœur. D'accord? Ces personnes-là, comme leur mobile, leur application ne porte pas d'informations, elles sont considérées comme ce qu'on appelle des états régénératifs pour le système, c'est-à-dire que l'arbre qui descend de chacun de ces individus gris est une copie de l'arbre que vous avez sous vos yeux. L'arbre que vous avez sous vos yeux, c'est-à-dire qui a si vous voulez, une application qui n'a aucune information, et dans sa descendance, il y a possiblement des individus qui sont symptomatiques. Ces individus qui sont symptomatiques, eux-mêmes alertent leur descendance, enfin leur application alerte leur descendance. Et ici, vous voyez que vous avez tout un tas d'alertes de degré 2 qui sont en fait des flèches oranges qui sont entre les carrés noirs et les carrés blancs. D'accord? Donc, entre les carrés blancs et leur descendance. Donc, les carrés blancs sont alertés par les carrés noirs. Les carrés noirs peuvent recevoir plusieurs alertes, d'ailleurs. Ils peuvent transmettre des alertes, mais en recevoir. Les carrés blancs peuvent uniquement recevoir, pas donner d'alerte de degré 1, mais convoyer des alertes de degré 2. Et ensuite, donc, les descendants directs des carrés blancs que vous voyez sur cette figure sont ceux qui sont soit non porteurs de l'application, donc ne sont pas alertés, soit porteurs de l'application, reçoivent l'alerte de degré 2 et ne se quarantainent pas. D'accord ? Et ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai tué, enfin pardon, c'est peut-être pas le bon terme, et j'ai arrêté, c'est pour ça qu'on dit ligne d'arrêt, j'ai arrêté la transmission, ou pas la transmission, mais j'ai arrêté l'arbre au premier symbole gris sur chaque lignée. D'accord ? Donc maintenant, ce qui se passe, c'est que, comme je le disais au début de cette slide, les arbres qui descendent de chacun de ces symboles gris sont des copies de celui que vous avez sous les yeux, indépendantes. Donc,
l'épidémie va être surcritique si et seulement si le nombre de symboles gris que vous voyez à droite du symbole gris ancêtre est plus grand que 1 en moyenne. D'accord ? Plus exactement, si vous regardez la loss-ping matrix de ce nouveau processus de Galton-Watson, qui est induit par la ligne d'arrêt, c'est-à-dire qui considère le nombre, sur cette figure, le nombre de symboles gris ronds, le nombre de symboles gris carrés, qui descendent, qui sont présents sur cette figure, donc qui descendent du symbole gris ancêtre. Ça vous donne un nouveau processus de branchement. Et maintenant, je garde cette notation grand M pour la offspring matrix de ce nouveau processus de branchement. Et à nouveau, l'épidémie, ce que j'ai dit, c'est que elle s'éteint avec probabilité 1 si et seulement si la valeur propre dominante de cette matrice est plus petite que 1. Et ça nous donne maintenant une inéquation qui est un polynôme qui est un polynôme de degré 3. Et à nouveau, donc on n'est pas étonné de voir un polynôme de degré 3 parce que pour qu'une alerte de degré 2 soit efficace, il faut que, à la suite, le long d'une lignée de transmission, on observe un triplet de porteurs de l'application. Et comme à chaque fois ça se fait indépendamment, on observe qu'on a du Y cube. Donc ça, c'est, à mon avis, le critère le plus simple qu'on puisse espérer obtenir. Il fait intervenir les RI, les RA, les R0, le F, les Q1, Q2, Q0, la probabilité de coopération. Et il fait aussi intervenir XI et XA, qui sont des paramètres en fait, qui s'expriment à l'aide des paramètres déjà existants, à l'aide de L, la probabilité que, étant alerté en tant que sœur, vous soyez effectivement retiré de l'épidémie, et de TI et TA ou TZ, c'est la probabilité qu'un individu de type Y, donc porteur de l'application, fille d'un individu de type YZ, donc porteur de l'application symptomatique ou asymptomatique, fasse défaut à toutes les alertes qui viennent de ses sœurs. D'accord ? C'est la condition sous laquelle vous restez dans l'épidémie. Alors, sous l'hypothèse que les nombres d'infectés secondaires sont poissoniens, on peut calculer explicitement ces probabilités, et donc on a un critère qui dépend uniquement donc des paramètres du modèle qui sont F, RA, RI, Q0, Q1, Q2. Je vous rappelle, Q0, Q1, Q2, c'est les probabilités de coopérer avec l'application, RA, RI, c'est les nombres moyens d'infection secondaire venant de asymptomatique et de symptomatique, et F, c'est la fraction d'asymptomatique. Alors, bon, à la différence de tout à l'heure, on n'a pas du cas, disons, forward tracing, on n'a pas d'expression explicite pour la fraction minimale de porteurs de l'application nécessaire pour venir à bout de l'épidémie, mais on peut quand même la tracer. Juste, je fais une remarque, évidemment, lorsque Q0 égale Q1 égale Q2 égale 1, on retombe sur le cas du forward tracing, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, je reviens, pour faire la comparaison, je reviens à ce qu'on avait tout à l'heure. Donc ça, c'est le Y0, donc la fraction d'utilisateurs de l'application nécessaire pour venir à bout de l'épidémie, en fonction de R0 effectif. Donc évidemment, ça croît en fonction du R0. Comme je disais tout à l'heure, ça croît très rapidement. Ça, c'est dans le cas où Q0 vaut Q1 vaut 1, donc le meilleur scénario. Et ça, c'est le scénario un peu moins bon, où en fait, les personnes qui sont alertées ne vont coopérer avec l'application sans se mettre en quarantaine, qui a une probabilité 0,6. Donc vous voyez que là, vous avez besoin d'un Y0 plus grand pour venir à bout de l'épidémie. Et maintenant, si vous comparez avec ce qui se passe dans le cas du recursive tracing, voilà ce que vous obtenez. Vous voyez que la différence entre les deux est extrêmement ténue. Déjà, elle ne se voit que pour des R0 qui sont de l'ordre de 1,5 et plus. Et en plus, même dans ce cas-là, elle est assez ténue. Et donc, si vous voulez, ma conclusion quand même sur ce... Alors certes, il y a un certain nombre d'hypothèses qui sont faites qu'on peut discuter. C'est que
le traçage de contact récursif ne peut que rarement, disons, sauver le traçage direct. Et en plus, avec un coût économique et psychologique qui est potentiellement très haut, hein, puisque quand vous quarantainez en fait les contacts physiques directs ou même de degré 2, encore pire, vous quarantainez pas uniquement les personnes qui ont été infectées, mais toutes les personnes qui ont été en contact, ça représente possiblement d'assez grand nombre de personnes. Donc, dans les deux cas, ce qu'on voit, c'est que Y0, donc cette fraction minimale, augmente très rapidement comme une fonction du R0 effectif, de sorte que les taux d'adoption modérés, comme tels qu'on les observe aujourd'hui, hein, sont tout à fait inaptes à venir à bout de l'épidémie. Et ça, en fait, ce que je ne vais pas montrer, c'est que c'est un résultat qui est robuste quand on modifie les paramètres du modèle. Voilà, donc il y a un préprint, donc je vous donne un certain nombre de papiers qui sont reliés, notamment le papier de Luca Ferretti dans Science, qui était venu présenter. Alors bizarrement, lui était beaucoup plus optimiste que moi. Et alors donc je l'explique dans le papier, dans le préprint, là, c'est parce qu'en fait, la façon dont eux paramètrent le succès de l'application, c'est via le nombre de transmissions qui sont empêchées par l'application. Et ce nombre de transmissions qui sont empêchées par l'application, donc ils trouvaient qu'il suffisait qu'il soit de l'ordre de 60% pour venir à bout de l'épidémie, mais en fait, pour qu'une transmission effectivement soit empêchée par l'application, il faut que la source et la cible soient elles-mêmes porteuses. D'accord ? Donc, il y a un Y carré qui est caché derrière, et effectivement, quand on prend cet aspect en compte, on voit que si comme ils le disent, la fraction de transmission empêchée par l'application nécessaire pour venir à bout de l'épidémie est modérée, hein, de l'ordre de 60%, en fait, le nombre de porteurs, la fraction, enfin de l'ordre de même 50%, la fraction de porteurs que ça nécessite est plutôt de l'ordre de 70%. Voilà, je vais m'arrêter là. Donc, je vous remercie pour votre attention. Merci Amaury. Donc, je pense que maintenant, tes étudiants seront d'accord pour vérifier le travail, puisque de toute façon, la conclusion est que Stop Covid, indépendamment du respect de la vie privée, ne donne pas forcément toute la satisfaction en tout cas qu'on attend. J'imagine qu'il va y avoir des questions. Moi, j'en ai une. Il y a deux aspects. Il y a deux aspects là-dedans. Le premier, c'est que tu ne parles pas, enfin, tu en as parlé simplement à la dernière page, du nombre de personnes qui se met en quarantaine, qui est obligé de se mettre en quarantaine. Et donc, à mon avis, c'est un des aspects que j'avais regardé un petit peu, qui est que si tout le monde suit bien et pour que ça ait un effet, en fait, on arrive à mettre toute la population très vite en quarantaine et que donc, vaut mieux décider complètement de mettre tous les gens en quarantaine. Ça sera moins, il n'y aura pas ces aspects de respect de la vie privée et puis ça sera moins paniquant puisque le fait de recevoir une alerte disant qu'on a croisé quelqu'un qui est malade est quand même certainement un petit peu déstabilisant. Est-ce qu'on doit se mettre en quarantaine ou pas? Donc, il y a d'une part… Alors ça existe déjà, ça s'appelle le confinement. Comment? Ça existe déjà, ça s'appelle le confinement. Oui, c'est ça. Voilà, donc je pense que et très rapidement, tout le monde est en confinement avec cette application, si tout le monde suit bien et si tout le monde est équipé. Alors, sauf si elle est assortie d'un test, quoi. Oui, c'est ça. Ouais. Et donc, en fait, là aussi, contrairement, on avait eu un exposé de Léo Perret, contrairement à ce que dit Cédric O, où Stop Covid, s'il était appliqué, permettrait d'éviter tout, le confinement, les masques et même les tests. Je pense que pour que ce soit intéressant, c'est pas enjoindre les personnes à se mettre en quarantaine pour un certain nombre de jours, mais vite faire des tests sur ces personnes-là, ce qui est quand même un petit peu moins, ce qui coûte plus cher bien sûr, mais ce qui est quand même un petit peu moins perturbant. Oui, tout à fait. Alors juste, je précise donc
disons, la façon dont ce que tu dis s'insère dans ce que j'ai présenté, c'est que finalement, une manière de se représenter les choses, c'est qu'en fait, il préexiste un réseau de contacts qui d'ailleurs n'est pas statique, hein, mais bon, on peut l'imaginer comme un réseau statique. Et en fait, le réseau, l'arbre de transmission épidémique, c'est un sous-graphe de ce réseau. Mais évidemment, moi, ce qui m'intéressait, c'est uniquement la transmission. Donc, je me suis intéressé uniquement à la façon dont l'application va alerter les contacts qui sont dans l'arbre de transmission. Mais évidemment, l'application, elle est complètement aveugle à qui a attrapé le virus, qui ne l'a pas attrapé. Effectivement, donc elle va prévenir, alerter tous les contacts, tous les voisins dans ce graphe des contacts physiques, et pas seulement ceux qui sont malades, enfin ceux qui sont infectieux. Ouais. Il y a une question de Bastien. Oui, donc Bastien, je viens de voir, donc il pose la question des super spreading. Donc je l'ai pas pris en compte. Donc, alors, donc dans ce que j'ai fait là, le seul, disons, là où prendre en compte le super spreading peut avoir une importance. Donc là, j'ai raisonné en moyenne. J'ai raisonné en moyenne tout le temps. Il y a évidemment, donc il y a plusieurs caveats qu'il faut faire, plusieurs remarques. La première remarque, c'est que on ne peut raisonner en moyenne que lorsque on considère les cas où l'épidémie est sous critique, c'est-à-dire on écarte les cas où l'épidémie est surcritique mais peut s'éteindre par hasard. D'accord ? C'est-à-dire ici, j'ai dit, bon, l'épidémie va s'arrêter si seulement si elle est sous critique, c'est-à-dire son R0, grosso modo, est plus petit que 1. Évidemment, en fait, en proba, si on part d'un petit nombre d'individus, on peut avoir une épidémie surcritique. C'est sûrement ce qui s'est passé, au mois de janvier-février. On a tout un tas de petites épidémies surcritiques qui se sont éteintes jusqu'à ce que on atteigne des grands nombres. Et là, quand on atteint des grands nombres, on ne peut plus s'éteindre par hasard. Donc ça, c'est un aspect que je n'ai pas pris en compte. Parce que je me place dans un cas où il y a déjà un grand nombre d'infectés et donc ça n'a pas d'impact, ça n'a pas d'intérêt. Ensuite, il y a l'hétérogénéité des contacts, c'est-à-dire que le R0, c'est en fait une combinaison, c'est en fait une variable aléatoire, quoi. Le nombre d'infectieux, c'est une variable aléatoire qui a pour moyenne R1, RI, R0, mais évidemment, donc c'est distribué. Et ça, c'est très important sans doute pour cette épidémie. À mon avis, c'est ça qui explique le fait que, en ce moment, on ne voit pas de rebond, et surtout qu'on est attendu 2 mois avant de voir l'explosion qu'on a connue en mars. C'est parce qu'au début, en fait, ce R0, il est tellement hétérogène, il a une queue lourde, en fait, donc il est sous-critique pour la plupart des gens, et puis de temps en temps, il y a des événements et des personnes pour lesquelles le R0 est plus grand que 1, largement plus grand que 1, et c'est quand on touche ces personnes, donc ce qu'on appelle des super spreading events ou des super spreading individuals, qu'on commence à, si vous voulez, sentir toute la distribution du R0, et c'est là qu'on voit le démarrage de l'épidémie. Donc, c'est important de le prendre en compte. Si on raisonne en moyenne, en fait, moi, je le prends en compte parce que je raisonne en moyenne. La remarque qu'on peut faire, effectivement, c'est que là où ça intervient, c'est dans le cas du contact de degré 2. Dans le contact de degré 2, évidemment, ce qui se passe, c'est que pour des personnes qui ont un grand nombre qui provoquent un grand nombre d'infections secondaires, si elles sont porteuses de l'application, eh bien, parmi leurs personnes symptomatiques, en fait, ce qui va se passer, c'est que il va y avoir un effet non linéaire, disons, il y a un effet non linéaire de l'application à travers les contacts sœur-sœur, quoi. D'accord ? Et ça, évidemment, c'est pas pris en compte. Et malgré la remarque que m'avait déjà faite Bastien il y a un mois, je ne l'ai toujours pas fait. Voilà, je m'en excuse. Effectivement, on pourrait imaginer que... Donc là, ce que j'ai fait, c'est que,
j'ai supposé que les distributions des infections secondaires étaient poissoniennes. Et pour faire du superspreading, on pourrait imaginer autre chose, par exemple négative binomiale. Mais c'est vrai que ça ne me coûterait pas grand-chose, peut-être une journée de travail. On peut le faire. OK. Il y a une autre question de Jiju Demas. Alors, attends, je vais regarder. Alors, la prise en compte de l'âge de l'infection et donc de variation de l'infectiosité peut-elle être fondamentalement influencer ces résultats? Alors, merci Ramsès, bonne question. Donc là, je regarde uniquement le critère, c'est savoir si l'épidémie est surcritique ou pas. Et donc, je ne me préoccupe pas de son taux de croissance, donc je ne me pose pas toute question temporelle ici, d'accord. Donc, de ce point de vue-là, l'âge de l'infection ou le retard, etc., n'a pas d'impact, ça, c'est pas grave de ne pas le prendre en compte. En revanche, là où ça joue, hein, là où l'âge de l'infection joue, c'est sur les paramètres, c'est sur les hypothèses que j'ai faites sur le fait d'être retiré de l'épidémie lorsqu'on est alerté. Donc, si on est une fille, si on est une mère de l'individu du cas index, si on est une sœur, évidemment, ça dépend furieusement de l'âge de l'infection. C'est distribué, hein, et ça induit même des corrélations entre les sœurs, par exemple. Hein, si on est la dernière sœur, la dernière fille à être si le cas index est la dernière fille, bon, évidemment, quand elle va alerter ses sœurs, ce sera trop tard. Si au contraire c'est la première fille, lorsqu'elle va alerter ses sœurs, elle va sûrement les faire se retirer toutes dans leur ensemble. Donc c'est là que ça joue un rôle. Donc là, à nouveau, j'ai fait des hypothèses peut-être un petit peu drastiques en disant, en fait, quand je suis une sœur, j'ai une probabilité 1,5 en gros d'avoir été infecté plus tard ou plus tôt. Si je suis infecté plus tard, je suis retiré d'épidémie. Si je suis infecté plus tôt, je suis pas retiré d'épidémie. Mais en fait, ces paramètres, si on veut, ils incluent toute cette complexité, quoi. Hein, donc mes paramètres, puis il y a aussi de même que le paramètre Q1, c'est un paramètre que j'ai appelé probabilité de coopération, mais on peut aussi le voir comme une probabilité, si on veut, d'être retiré de l'épidémie. Ça peut éventuellement inclure, hein, on peut la paramétrer de manière plus fine en fonction des détails du cycle de vie du virus. Okay. Benoît, tu avais une question? Oui, je voulais juste demander à Maury, sans éteindre l'épidémie, est-ce qu'on pourrait éventuellement estimer de combien on diminue le R0? Ah oui, tout à fait. Donc ça c'est tout à fait possible. C'est-à-dire, on peut calculer. Alors, disons dans le cas. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que je ne me suis pas préoccupé du R0 de l'épidémie elle-même. Je me suis préoccupé uniquement de cas où ce R0 est plus petit que 1. D'accord. En fait, les calculs que j'ai faits, on pourrait les faire pour calculer le R0 de l'épidémie en calculant simplement la valeur propre de Perron-Frobenius de mon processus de branchement d'une matrice 6-6, quoi. D'accord. Donc ça, on pourrait le faire numériquement. Ça m'intéressait moins que de faire des lignes d'arrêt pour avoir, un critère le plus simple possible qui fasse intervenir du Y³ au maximum. Mais effectivement, on pourrait le faire. Ouais. On pourrait le faire. Sans doute pas, ce serait sans doute pas explicite, quoi. Il faut calculer la valeur propre dominante d'une matrice 6-6. OK. D'autres questions? Actuellement, est-ce que l'application Stop Covid pourrait alerter les contacts de degré 2 comme tu le suggères? C'est une bonne question, je ne sais pas ce qu'elle fait. Ouais. Je ne sais pas ce qu'elle fait. Non, je pense qu'elle fait que les contacts de degré 1, mais... Elle le fait que le degré 1 actuellement, d'accord, mais ouais, est-ce que le fait que ce soit centralisé, du coup, permet
de faire le contact de… Si quelqu'un sait répondre à la question… Oui, tout à fait. Oui, oui, parce que bah, donc c'est le Bluetooth, hein, je crois. Oui, Donc, tu as des contacts physiques par paire, quoi. Tu sais que X a été en contact avec Y, que Y a été en contact avec Z. Donc, quand c'est le cas, bah, tu dis, si X est malade, tu dis à Z que, en fait, via Y, il a possiblement été infecté. Ah oui, ça serait possible. Ouais. ça veut dire que de façon centrale, il y a un certain nombre d'informations qui commencent à devenir un peu beaucoup à gérer. Et d'autre part, c'est peut-être interdit par l'application elle-même, c'est-à-dire que Ah oui, alors techniquement, oui, il y avait eu un talk d'Olivier Faugeras là-dessus. C'était chez toi ou je me rappelle plus. non, c'était pas ici. C'était pas ici. Où il expliquait, disons, les garde-fous qui sont pris par l'application pour éviter que trop d'informations soient centralisées. Ça, ouais. Ça, je sais pas trop. Ouais, je sais pas trop. Ouais, il se peut que ça soit trop distribué pour pouvoir faire ça. Ouais. Ouais, c'est une bonne remarque, ouais, je sais pas. Ok, il y a une autre question de Bastien. Tu as dit au début que si RA, FA supérieur à 1, alors l'épidémie est toujours surcritique. Mais est-ce que dans ce cas, une utilisation plébiscitée de Stop Covid ne pourrait pas permettre en théorie de stopper cette épidémie grâce à un tracing récursif? Euh, Ouais, je suis d'accord. Ouais, je suis d'accord. Alors, attends. Ouais, c'est une bonne question. Alors, attends. Euh, Évidemment, le problème, c'est que si F est trop grand, ça va quand même avoir un impact. Alors, je suis d'accord que si Y vaut 1, ah, même pas, je suis pas sûr, en fait. En fait, le problème, c'est que si F est trop grand, on n'a pas suffisamment de personnes qui vont alerter l'application. Il faut quand même qu'on ait des symptomatiques pour pouvoir informer l'application, quoi. Donc là, je suis pas sûr. Non, non, je pense que non, c'est mort. Non, non, c'est mort parce que, en fait, donc le. Ah, non, si, c'est pas sûr. Oui, il rajoute en utilisant les symptomatiques comme des révélateurs pour les sœurs touchées asymptomatiques. Ouais, c'est une bonne question. Il faut regarder les cas où FRA est plus grand que 1. Ça va donner De toute façon, là, je pense que c'est une question qui n'a pas vraiment d'application pratique. Ça nous donnera des Y qui seront forcément de l'ordre de 80-90%, et on n'a même pas autant d'utilisateurs de téléphones portables dans la population française. Donc, mais c'est une bonne remarque. Ok. Et bien, si pas d'autres questions, on va te remercier à nouveau pour cet exposé éclairant Merci sur beaucoup. l'application de tracing. Et puis, effectivement, nos pays européens, en tout cas, sont peut-être pas les meilleurs pour attraper ce genre de suivi. Tu veux nous dire quelques mots sur Alcov 2? Non, non, pardon, c'était une présentation. Enfin, si vous voulez, je pourrais le faire quand on aura plus de résultats à la rentrée, avec plaisir. Mais non, c'était des slides qui sont mis à la suite, par hasard. Très bien. Ouais. Ok, et ben à la rentrée pour un exposé sur Alcov 2. Ok, Merci super. encore Mauru, merci à tous. À très bientôt. Donc, Au pas revoir. d'exposé jeudi, mais il y aura 2 derniers exposés lundi dans une semaine et le jeudi suivant. Au revoir. Salut, bonne journée. Ciao.